Gilles, avec qui on a sorti un podcast qui s'appelle De l'enthousiasme naît la réussite, et qui sort ce premier morceau sur son label qui s'appelle After Now Records, et le morceau c'est I Know Who I Am. Trop bien. Petite découverte du jour. Parfait. Cool, bon bah écoute, on va passer aux choses sérieuses. On peut enlever les casques. Maya, ravi de prendre le temps avec toi. C'est vrai, ça fait du bien de prendre à chaque fois qu'on se croise, c'est sur des événements avec des gens partout, des tables rondes, etc. Donc je crois qu'on n'a jamais fait un face-à-face de 30 minutes ensemble. C'est vrai, c'est le côté un peu frustrant avec mon travail parfois. Ouais. Il y a plein de gens que tu vois souvent, que tu aimes bien en plus, mais tu prends jamais plus de 10-15 minutes pour discuter et t'as pas le temps d'approfondir, quoi. Écoute, moi, Mathieu m'a fait un peu violence sur les podcasts fin d'année 2023. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on y prend vite goût. Ce côté 45 minutes, mode avion. Et ralentir, regarder les gens droit dans les yeux, leur poser toutes les questions que tu as envie de leur poser. Ouais. Ça fait quasi peur voilà. Quand tu le dis comme ça. Non, mais c'est vrai. On va passer 45 minutes dans les yeux. Et puis apprendre des choses. Et je pense que voilà. Donc écoute, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui, alors qu'on est en plein Vivatech à l'heure où on enregistre. Et donc la semaine a été chargée pour toi, pour nous, pour tout le monde. Est-ce que tu veux déjà commencer par te présenter, même si avec des dizaines de milliers de followers sur LinkedIn, tout le monde connaît Maya Noël, la boss de France Digital. Oui, je vais me présenter. Donc moi, je suis Maya Noël. Effectivement, je dirige France Digital. Et donc France Digital, qui est la principale association de start-up et de financeurs en capital risque en France, mais aussi en Europe, avec un peu plus de 2000 adhérents. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de faire émerger les entreprises innovantes en Europe, être capable de prendre cette vague du digital, mais pas que du digital. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Notre enjeu, c'est être capable de créer cette Europe qui prend des risques et qui investit dans l'économie innovante. C'est une asso que moi j'ai vu beaucoup grandir. Alors les toutes premières années, 2012, les pigeons, etc., je l'ai vu de loin. Ouais. Moi j'ai investi en start-up depuis février 2015. Donc j'étais déjà là à l'époque du Silicon Sentier, du Numa, de The Family. Donc j'ai quand même vu naître et grandir France Digital. À l'époque, il y avait quelques centaines de membres. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 1600 adhérents à peu près ? Non, ce que je disais, c'est plutôt 2000 adhérents. C'est 2000 adhérents, avec voilà. En plus un volet qui a beaucoup évolué parce que, comme tu le dis, l'écosystème a changé, a grandi. Moi, j'ai commencé dans cet univers à peu près concomitamment avec la création de France Digital, donc en 2011-2012. Avec ta start-up, c'est ça, d'abord ? Non, j'ai commencé d'abord en tant que chasseuse de tête. J'ai fait du recrutement pour des startups et des scale-up à l'époque. Des Webedia qui étaient 50 et aujourd'hui qui sont presque plus de 10 000 personnes, je crois. J'ai plus le chiffre exact. Et c'était quoi ton secret pour bien recruter alors ? Vu que le but du podcast, c'est de donner les conseils aussi aux gens qui nous écoutent. C'est pas évident comme métier, le métier de recruteur. En plus de ça, je recrutais des profils assez techniques, plutôt des profils de CTO, développeurs, head of engineering. Et toi, t'étais pas technique ? Non, j'étais pas technique. Et donc, comment tu faisais pour jauger leur niveau ? La clé, c'est de vraiment s'intéresser aux personnes, poser énormément de questions, être très curieux. J'ai appris ce qu'était le métier en fait en écoutant des personnes parler de leur métier. Et c'est intéressant, c'est que tu arrives assez facilement à voir les personnes qui sont assez fortes en fonction de leur pédagogie. Donc, quelque part, de ne pas forcément être technique, de ne pas toujours comprendre le jargon et se faire expliquer le jargon, ça permettait de voir si la personne en face de toi était quelque part un peu crédible ou pas. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Le métier de recrutement, ce n'est pas une science exacte. Je pense que c'est passer du temps, avoir un bon sens de l'écoute, savoir poser les bonnes questions, ne pas avoir peur de poser ces questions-là, savoir prendre des références. Et puis après, il y a quand même une certaine part de feeling. Et s'il y a un conseil dans le recrutement, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, à partir du moment où on commence à douter sur un recrutement, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. Et je pense qu'il faut se faire quand même il faut se faire confiance. Et à quel moment tu bascules de cette casquette de chasseur de tête à entrepreneur, cofondateur d'une start-up ? C'est quoi le déclic à ton niveau ? Je sais pas si j'ai eu un déclic. En tout cas, ce qui est certain, c'est depuis très jeune, pour moi, le fait de devenir entrepreneur était un métier comme un autre parce que j'étais entourée de beaucoup d'entrepreneurs, à commencer par mes parents. Donc, pour moi, c'était une possibilité qui était assez évidente. Et dans mes études, j'ai toujours cherché à
être assez polyvalente. Et donc moi, concrètement, j'ai plutôt fait des études de finance. Mais assez vite, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me lancer dans un métier un peu plus commercial parce que je pense que c'est une compétence clé. Et je l'ai appris sur le tas en étant justement chasseuse de tête parce que j'étais la première salariée de ce cabinet de recrutement. Donc j'ai à la fois fait beaucoup de bizdev, beaucoup de chasse. Donc voilà, à la fois RH, à la fois commercial. Je pense que je n'ai jamais cessé de vouloir cultiver cette palette de compétences avec toujours en trame de fond cette idée que peut-être un jour, je lancerai une entreprise. Pas sûr, mais peut-être. Donc tu vois, j'ai pas eu de déclic comme ça, c'est venu tout seul. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais dans mon cabinet, assez naturellement, il y a plein d'idées qui sont venues. Que tu vois passer, ouais, parce que métier, c'est un poste observatoire. Complètement. J'ai adoré le secteur. En plus de ça, je rencontrais moi-même en permanence des entrepreneurs. Donc, tu vois, ça devient assez naturellement. Et non, l'opportunité s'est passée. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon entreprise était un spin-off en fait, du cabinet où je bossais, puisque c'était partir du constat de cette entreprise en disant on pourrait faire du CA additionnel si tous les candidats qu'on a et qu'on trouve géniaux et pour qui on n'a pas d'option, on les proposait ailleurs. On peut les proposer ailleurs. Et c'est comme ça qu'est née cette plateforme qui s'appelle Whiborder. Et donc là, vous étiez 3 associés, c'est ça ? 3 associés avec un 4e qui nous a rapidement rejoint. Un 4e profil plutôt technique qui était justement une personne que j'avais chassée auparavant, que j'avais recrutée et qui partait de son poste. Et je lui ai proposé de rejoindre l'aventure. Donc on était 4. Et puis voilà, on a lancé la plateforme, on a fait le tour de l'Europe. On a rencontré plein d'autres cabinets de recrutement à qui on a proposé nos services. Une levée de fonds avec Isaïe ? Tout à fait. On a une traction assez rapide. Voilà, le marché était en ébullition. Il y avait plein de profils, en tout cas plein de recherches de profils en ce genre, jusqu'à un certain moment où ça a été, j'ai envie de dire, trop tendu. Le marché était complètement saturé de demandes de par les entreprises. Et les cabinets sont revenus vers nous en disant, en fait, votre revenu additionnel que vous proposez, en fait, on n'en a même pas besoin parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à répondre à nos premiers besoins qui est de trouver des candidats pour nos clients. Okay. Donc, tu vois, l'attraction qu'on avait s'est ralentie progressivement parce que voilà, le marché devenait complètement dingue en matière de recrutement. Et donc, effectivement, on a levé avec Isaïe, mais on n'a pas trouvé le modèle qui allait bien. Donc, c'est l'histoire de l'entrepreneuriat. Tu pivotes, tu cherches des solutions. Donc, on a commencé aussi par passer par des recruteurs freelance. Mais voilà, disons que le système qu'on avait imaginé, un peu d'automatiser le sourcing à travers plusieurs ressources, fonctionnait pas aussi bien qu'on le souhaitait. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces anciens associés ? Vous vous entendez toujours bien, super bien. Tout roule Je pense qu'on a réussi à prendre suffisamment tôt la décision d'arrêter. C'était pas une décision facile. Et je pense que voilà, plein d'entrepreneurs se posent la question au bout d'un moment de qu'est-ce que tu fais ? Tu pivotes, tu lèves des fonds pour aller sur un autre sujet. T'arrives à vendre, enfin voilà, il y a... Cette expérience-là, elle t'aide aujourd'hui avec les membres de France Digital, parce que dans les 2000 membres, t'as aussi un vrai renouvellement, c'est-à-dire que moi, je le vois, ça fait 9 ans que j'ai investi, t'as des membres que tu vois, puis 3-4 ans après, tu les vois plus, puis tu les retrouves sur une autre start-up, des gens qui ont rebondi. Est-ce que ça fait partie aussi, pour toi, des grandes missions de France Digital, d'expliquer qu'on a le droit d'échouer, qu'on a le droit d'essayer. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire en France là-dessus, sur ce droit d'entreprendre et d'essayer. Ah bah complètement. De toute façon, je pense qu'entreprendre, c'est savoir itérer. Et donc, c'est accepter que quotidiennement, tu peux avoir des échecs. Alors parfois, ils sont gros et c'est quasiment la fin de ton aventure, pour pouvoir d'ailleurs en créer une nouvelle. Mais même au quotidien, je pense que c'est énormément de résilience et de capacité à... Quoi qu'il arrive, même si tu te retrouves complètement perdu dans la forêt, tu cherches ton chemin, toujours. Et t'as toujours le courage de chercher ce chemin. Et c'est pas parce que tu t'es égaré à un moment que t'arriveras pas à retrouver ta route. Et pour toi, le rôle de France Digital, justement, c'est d'aider certains entrepreneurs à trouver le bon chemin, de faire les bonnes connexions. Moi, j'ai plein d'anecdotes sur des levées de fonds qui ont eu lieu grâce à France Digital, des gens qu'on a rencontrés, Tout à fait. La baseline de France Digital, c'est Jon Collectif. Et je trouve que c'est très vrai, puisque surtout quand on a un entrepreneur solo, c'est pas facile, c'est une aventure assez solitaire. Et le fait de pouvoir partager avec des pairs, alors soit des pairs qui sont au même niveau, avec qui on est au même moment, au même doute. Et donc ça fait du bien de se dire, tiens, je suis pas le seul à être dans ce contexte-là. Des entrepreneurs qui sont un peu plus avancés et qui sont capables de donner des intuitions, de l'aide, de par leur expérience. Alors, il n'y a jamais de recette miracle, mais en tout cas, ça fait du bien de savoir que c'est une possibilité, qu'ils ont fait comme ci, qu'ils ont fait comme ça. Ça nous permet de grandir collectivement. Et c'est ce qu'on voit. Moi,
Moi, comme je te dis, ça fait plus de 12 ans aujourd'hui que je suis dans cet écosystème. Aujourd'hui, tu commences ton aventure avec un temps d'avance parce que plein de personnes sont déjà passées par là. Bien sûr, tu bénéficies Ils ont déjà de tout ça. défriché le chemin, donc tu avances avec un cran plus loin. C'est pas parce que tu avances avec que tu es déjà un cran plus loin que tu vas forcément réussir. Mais bon, déjà, tu t'évites beaucoup tout l'embarras du début. Il y a des structures d'accompagnement aujourd'hui. La manière dont on peut lever des fonds, c'est peut-être un peu plus lisible parce que déjà, il y a plus d'acteurs. Avec une association comme France Digital, tu es capable un peu d'être, en tout cas, dirigé sur tes premières mises en relation. Et après, de là ressort plein de choses, positives ou négatives. Mais en tout cas, c'est vrai que ce jouant collectif permet de ne pas être seul, de t'aiguiller, d'avoir des bons conseils et de partir avec un temps d'avance. Et ce jeu collectif, au niveau européen, il est pour quand ? Parce que nous, la thèse d'investissement d'OVNI, tu sais, c'est de dire finalement le défaut du marché français, des entrepreneurs qui se lancent en France, c'est je me lance en France, et puis après je développe l'Allemagne, et puis après je fais l'Espagne, etc. Alors qu'on pousse les boîtes à être beaucoup plus globales d'un coup. Oui. En Europe, c'est pas encore facile, parce qu'il est peut-être plus sur des marchés comme les États-Unis, etc. Là-dessus, dans quelle mesure ça devient réellement concret, et tu penses qu'on va y arriver, à quelle échelle de temps, toi qui es vraiment dans ce quotidien-là? C'est un peu une rengaine de dire est-ce qu'on arrivera effectivement à créer des entreprises européennes. Je pense que c'est nécessaire si on veut véritablement créer des champions dans l'innovation. Enfin, le principe d'une start-up, c'est de passer à l'échelle, et effectivement, être simplement sur le marché français quelque part ne suffit pas à conserver son marché parce qu'on a des acteurs internationaux qui débarquent. Donc il faut pouvoir regarder en dehors de la France. Et le problème qu'on a en Europe, il est multiple, et je pense que nous, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus et qu'on continue de travailler plus fort que jamais pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus facile pour les entreprises de devenir des acteurs européens, de se développer sur le marché européen. Mais c'est un marché qui est ultra fragmenté. En fait, on fait face à 27 administrations, des langues différentes, des cultures ultra différentes. Mais le point principal, c'est que c'est méga fragmenté d'un point de vue fiscal et administratif. Et donc, tout de suite, tu fais face à une barrière, 27 barrières, à vrai dire. Là où, aux États-Unis, même si c'est un État fédéré avec plusieurs États, c'est un pays fédéré, ouais. Tu as quand même une langue commune, une réglementation qui facilite ta diffusion sur le marché. Et en plus de ça, il y a une forme de culture d'état d'esprit où ils ont une capacité d'adoption beaucoup plus rapide que nous, on a en France ou en Europe. Donc, nous, il y a eu quelques annonces là-dessus, sur l'adoption par les grands groupes des solutions des startups. On va y venir, mais c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps d'avoir ce jeu collectif. Je pense qu'il y a deux... Enfin, si on devait résumer la situation, il y a deux volets. Il y a l'aspect, quelque part, un peu culturel, oui, je sais prendre des risques, et donc j'ai pas peur d'aller choisir une solution innovante, même si elle n'est pas connue sur le marché. J'ai pas peur de faire ce choix-là. Et culturellement, j'ai un peu ce sentiment d'appartenance européen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes les entreprises, on a un sentiment très fort national. Aujourd'hui, t'es identifié par la French Tech, tu es capable de dire « je suis une ex-40 FT120 », super. Tu vas dans un pays, en Allemagne à côté, ils savent pas qui tu es. Ouais. Et toi-même, tu sais pas qui sont les gros succès allemands, tu vois. Donc il y a ce côté un peu, est-ce qu'on connaît vraiment l'Europe ? Est-ce qu'on regarde vraiment nos voisins ? Est-ce qu'on travaille collectivement ensemble ? Ça, c'est compliqué. On a fait un épisode avec Benjamin Shields, qui est un Français qui a vendu une première boîte dans la cybersécurité, qui avait levé des fonds avec, je crois, Partech et Elaya, et qui a pris un job, c'est assez incroyable, de CEO de Wire, qui est une boîte allemande, 200 personnes, et qui travaille sur les sujets de souveraineté pour des grosses administrations, etc. Et tu vois... quand je l'entendais, alors j'ai pas en plus fait le podcast avec lui, c'est Marjorie Payon qui m'a remplacé au pied levé, et l'épisode est fantastique. Voilà, il raconte que pour lui c'était un challenge normal, que tout le monde parlait anglais, ça se passe très bien, et donc c'est vrai que je trouve que c'est des initiatives et c'est des exemples qui illustrent que justement, peut-être que pour créer des champions européens, il faut accepter qu'une boîte qui s'est lancée en Allemagne, finalement, prenne un CEO français et arriver à aller chercher les talents où ils sont pour faire grandir les boîtes, parce que, en fait, en Europe, des Benjamin Shields, je caricature, mais t'en as quoi ? T'en as 20, 30, des gens qui étaient peut-être capables de prendre ce job-là, qui avaient vendu une boîte aux US, qui avaient levé des fonds, etc. Donc... Alors,
Ça, c'est du coup le premier point dont je te disais, le côté un peu culturel, où il faut savoir dépasser les frontières, effectivement être capable de travailler entre nous, enfin culturellement, être capable d'accepter qu'on est européen peut-être avant d'être français ou allemand, et ça, c'est pas si évident. Ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième sujet qui rend tout ça très compliqué, c'est la partie plus l'administratif, le réglementaire, le volet fiscal, où c'est une complexité folle. Je parlais récemment avec des fondateurs de AutoOne. AutoOne, c'est une super belle boîte allemande qui a fait une super belle IPO. Enfin, ça fait partie des vrais gros succès de marketplace européenne. Il disait, là, il remonte une deuxième boîte. Et donc, c'est déjà connu ce côté passage à l'échelle, boîte internationale. Il dit, moi, je veux en ce moment créer une boîte européenne. Donc, concrètement, je suis implantée dans 5 pays déjà. Et puis, je m'en fiche de la nationalité à partir du moment où c'est européen. Néanmoins, il me dit, mais en revanche, c'est un calvaire administratif pas possible. Avant qu'il y ait Deal, maintenant avec Deal, c'est une plateforme qui te permet de... Mathieu Stéphanie a fait un épisode sur le fondateur qui est assez incroyable. Oui, alors ça, c'est un outil qui vient s'apposer, mais sur une réglementation qui est déjà complètement... qui pose problème, parce que je vais te donner un cas très simple, et ça, c'est une des mesures qu'on pousse avec France Digital, mais aujourd'hui, quand tu veux monter une boîte, un des principaux enjeux auxquels tu fais face, c'est de pouvoir recruter les bonnes personnes. Tu as besoin de pouvoir attirer des profils qui sont déjà passés par là, qui ont la bonne expérience, et tu es en compétition avec des entreprises qui peuvent payer très cher. Donc, la moindre des choses, et c'est un des systèmes, c'est d'intéresser le candidat au succès de l'entreprise, avec un mécanisme d'action gratuite, de BSPCE, etc. Tu le fais dans un pays. Maintenant, si tu veux pouvoir attirer des profils partout en Europe, il faut qu'il y ait une forme d'harmonisation. Harmoniser les plans de stock option au niveau européen, ça serait déjà un super moyen de pouvoir attirer ces talents. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et ça, ce chantier va prendre quoi ? 3 ans, 5 ans ? Je suis incapable de quantifier. C'est déjà un chantier depuis 12 ans pour France Digital. Néanmoins, on voit que les choses avance dans le bon sens. Donc je ne désespère pas, je suis très optimiste. Mais c'est clair qu'on est face à un marché super fragmenté et que donc nous, on est notamment dans 2 associations européennes, des méta-associations, qui réunissent des homologues de France Digital, donc des associations comme nous dans des différents pays. Et on essaye ensemble de créer des ponts entre les pays, des ponts business notamment, pour pouvoir permettre à nos membres, qui sont français, parce qu'on est France Digital, en fait, de pouvoir grandir au niveau européen en rencontrant nos homologues qui vont ouvrir les portes du marché en leur présentant des candidats, des potentiels clients. Mais ça, c'est difficile. Et on sent qu'on ne travaille pas tous à la même vitesse et qu'on n'a pas tous la même sensibilité au volet européen. Nous, par exemple, pour défendre l'Europe, entre guillemets, on fait beaucoup la promotion d'un Buy European Tech Act, c'est-à-dire qu'il faut avoir une préférence européenne à l'achat de solutions pour laisser une chance à nos entreprises de grandir sur le marché. C'est-à-dire qu'au lieu de faire face directement à la concurrence des gros géants américains qui arrivent avec leur gros budget marketing, qu'on a un peu la chance d'émerger parce qu'il y a une forme de préférence. Exactement ce que font les Américains avec un Small Business Act qui vient du coup favoriser les PME américaines d'abord. Une forme de protectionnisme. Mais moi, je suis pas pour du protectionnisme bête et méchant. Je suis juste pour dire il faut qu'on laisse la chance à nos entreprises d'émerger un tout petit peu. Donc, ne pas être naïf et accepter qu'il faut peut-être donner un petit pouce, que les acheteurs publics, notamment, achètent d'abord européen. Mais ça, tu vois, c'est hyper défendu par la France. Mais les autres pays montent peut-être pas autant au créneau là-dessus. Ouais. Parce que certains pays sont plus petits, ont un marché intérieur bien plus restreint que le marché français. Quand tu es 5 millions d'habitants, tu fais rapidement des accords bilatéraux avec d'autres pays, et beaucoup de pays, notamment les pays du Nord, eux, ont des accords avec les États-Unis. Donc commencer à dire, non, on va d'abord acheter européen, ça leur parle beaucoup moins que nous, en France, on a déjà un marché intérieur qui fait que, t'as déjà ton marché qui est déjà suffisant pour pouvoir exister, et tu te dis, si j'ai envie d'aller plus loin, il faut qu'aussi en Europe, on fasse le choix d'acheter européen. Alors, pour pouvoir exister, mais tu vois, nous, tout l'enjeu en tant que VC, c'est si tu veux que les souscripteurs dans les fonds d'investissement gagnent de l'argent à la sortie, il ne faut pas que les startups françaises fassent qu'exister, il faut que ça devienne des gros champions. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un énorme enjeu, ce côté, je me développe rapidement, à l'échelle, j'accède à des capitaux. Tu vois, moi, je vois... sur mes 15-20 premiers deals en tant qu'investisseur, j'étais que avec des fonds français. Aujourd'hui, sur mes 3 derniers dossiers, je suis en co-invest avec Andreessen Horowitz, avec Haystack, avec Early Bird, avec Speed Invest, des gens comme ça. Et en fait, ça ouvre
vraiment d'autres perspectives aux boîtes confidence. Ouais. On voit qu'elles changent de braquet, elles changent de vitesse, elles ont accès à des talents différents, etc. Et donc, je vois vraiment cette synergie et cette bonne complémentarité entre des fonds d'entrepreneurs français comme nous, mais avec un background US, notamment à travers Augustin, et ce type de fonds-là. Et à l'époque, à la période où on va sortir le podcast, donc 4 semaines environ, tu auras eu un nouveau board, donc 4-5 semaines. Ouais. Ce renouvellement du board chaque année, où c'est un board partiel. Là, en plus, les règles changent un petit peu. On passe de 5 investisseurs, 5 entrepreneurs à 3 entrepreneurs, 3 investisseurs, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Comment tu le vis, toi, de l'intérieur ? Parce que donc, France Digital, pour les gens qui ne l'ont pas en tête, c'est une association, tu l'as expliqué, avec un conseil d'administration, une vingtaine de personnalités, et derrière, il y a une équipe opérationnelle de 20-25 personnes que toi, tu manages. Oui. Ces changements de board de Jean-David Chamboredon à Rachel Delacour, à un Benoît Grossman, etc. Est-ce que du coup, en fonction des personnalités élues, la dynamique, elle change, les centres d'intérêt, ils changent ? Comment toi, tu assures une espèce de continuité aussi dans les chantiers ? Comment tu bosses avec ce board ? Un board de 20 personnes, c'est pas évident. Ça fait beaucoup de questions, mais on a encore quelques minutes. Non, mais c'est une bonne question que tu poses et j'ai pas beaucoup le temps d'en parler justement. On me pose vraiment la question comme ça. Le rôle de France Digital, c'est d'être capable de prendre le pouls de notre écosystème, d'être capable de savoir ce qui s'y passe pour derrière le retranscrire au mieux et trouver des solutions aux potentiels problèmes. Donc le rôle de ces personnes qui sont élues par nos membres, c'est d'être des délégués de classe, d'expliquer ce qui se passe, d'illustrer les différentes problématiques. Donc c'est effectivement 10 entrepreneurs, 10 investisseurs, avec toujours un panachage d'investisseurs qui vont plutôt investir très early stage, d'autres plus late stage, et des entrepreneurs de différents secteurs. C'est un rôle qui n'est pas évident pour eux parce que c'est un rôle bénévole d'abord, et ça on ne l'explique pas souvent, mais mine de rien, c'est quand même beaucoup d'investissement. C'est déjà 4 boards par an, donc ça c'est le minimum. Au sein même de ce conseil d'administration, il y a un bureau, donc 2 coprésidents et 4 vice-présidents, entrepreneurs et investisseurs, qui se réunissent toutes les 2 semaines. Enfin, ils donnent beaucoup de temps à l'association et ils vont vraiment faire ce travail de poser des questions à leurs pairs et derrière essayer de le retranscrire auprès de décideurs publics, auprès des médias ou auprès d'événements dans l'écosystème plus largement. Par exemple, on fait des FD Tours, donc on va dans toutes les villes de France. En tout cas, on fait au moins 8 dates par an, on essaye de bouger un peu partout en France. C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal taquiné l'association, de dire Île-de-France Digital versus France Digital. Dans la mesure où on représente beaucoup d'investisseurs en capital risque qui sont majoritairement parisiens, ça fait que ça peut faire très parisien. Néanmoins, les membres de France Digital sont pour plus de la moitié en région. Beaucoup d'événements ont lieu à Paris, mais nous, on essaye aussi de faire ça en région. Et après, j'ai envie de dire, notre rôle, c'est avant tout un rôle de catalyseur, de prise de pouls à l'échelle nationale. Maintenant, il y a déjà plein d'acteurs régionaux très bien implantés qui font ce rôle d'animateur d'écosystème et avec qui nous, on est en relation. Il y a les labels French Tech, de chaque un peu métropole. Oui, puis il y a aussi les différents incubateurs, accélérateurs. Ouais. Une des nouveautés quand même depuis l'année dernière, c'est qu'on a aussi absorbé, enfin en tout cas fait un grand partenariat stratégique avec l'association La Boussole, qui est l'association des incubateurs et des accélérateurs. Donc, tu vois, c'est un réseau de plus d'une centaine d'entités très bien implantées localement qui vont en fait accompagner les entrepreneurs dès le départ, qui connaissent bien le terrain et qui eux nous remontent des informations. Donc tu vois, on a un peu ce fonctionnement plus fédéré. Si on se dit les choses franchement et on a une parole un peu libérée, tu crois pas qu'il y a trop de structures pour accompagner les entrepreneurs, que je sais pas, 50 ou 70% des entrepreneurs, ils n'ont pas besoin d'être vraiment accompagnés, ils ont juste besoin de capitaux et puis aussi d'être accompagnés par des vrais entrepreneurs. C'est-à-dire que on en parlait ce matin, on enregistrait avec un entrepreneur très sympa et on se faisait cette réflexion-là de dire pour accompagner un entrepreneur à la levée de fonds, il faut l'avoir vécu soi-même. Ouais. Et tu crois pas que par moment on est dans une espèce de millefeuille où, comme tu dis, on a besoin d'une boussole pour aiguiller à travers 100, 150... Enfin, je caricature, mais moi, quand je vois le French Tech Tremplin
Oui. et que je vois 150 ou 100 dispositifs partenaires et tout, je me dis, moi, je suis entrepreneur, effectivement, j'ai besoin d'une boussole parce que je sais pas à qui m'adresser, quoi. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Après, c'est vraiment la théorie du tas de sable. Si on veut pouvoir monter très haut, il faut que la base aussi soit très large. Et je pense que, effectivement, parmi toutes les personnes qui sont, on va dire, incubées, notamment à travers les écoles, toutes ne finiront pas sur un succès, toutes ne seront pas forcément entrepreneurs toute leur vie. Mais je pense qu'on a quand même besoin de créer des vocations. C'est pas un machin truc du maire, du président de l'agglo, de machin, etc., qui va avoir son petit truc pour animer et tout. Tu crois vraiment ? Je pense qu'il y a effectivement toujours parfois des enjeux d'ego et des politiques, hein, mais c'est comme dans tout. Après, j'ai envie de dire, l'enjeu, c'est quand même de massifier. Enfin, tu vois, il y a une époque où cet écosystème, justement, quand France Digital a été créé, il y avait 50 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 entreprises qui ont quasiment toutes levé des fonds, qui ont vraiment déjà commencé à cranter une première marche. Si tu vois, je vois Incubateur Allègre, ça date de 99. Bon, ça n'a pas beaucoup évolué, je pense. Je sais pas, en tout cas... Je pense qu'il y a à boire et à manger. Ouais. Et que, objectivement, pourquoi c'est intéressant quand même d'avoir ces structures-là, c'est parce que même ces structures, elles évoluent. Elles changent de modèle économique, elles sont plus performantes. Enfin, c'est un métier qui... Tu vois, le métier de start-up manager, de vraiment cette espèce de catalyseur, être capable parce que tu as ton réseau à toi et que tu as déjà vu plein d'entreprises échouer ou réussir, tu es capable d'accompagner sur une petite première marche et peut-être de créer effectivement une forme de vocation chez quelqu'un qui a peur de se lancer. Alors parfois ça se finit sur rien du tout et parfois ça marche, tu vois. Mais c'est un métier qui est en constante évolution et pour moi c'est un métier qui évolue vers quelque chose de plus operating partners à l'américaine, tu vois. Ouais, ça a bougé, non mais c'est vrai. Au final, tu vois, ça se professionnalise aussi. Bon, c'est pas un piège, hein, en tout cas. Ah non, mais c'est pas un piège, mais c'est une vraie question réflexion, que je me pose. Et t'as raison sur le côté, il faut pas avoir de langue de bois. Je pense effectivement qu'il y a peut-être des structures qui sont pas tout à fait efficaces, mais c'est un peu comme dans tout. Et pour autant, fait, alors les structures par moment peuvent manquer d'efficacité et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est elles peuvent manquer de franc-parler. C'est-à-dire que, regarde, on passe 3 jours sur Vivatech. Moi, écoute, je trouve ça bien, tu vois, il y a le stand Occitanie, il y a le stand machin, etc. Mais t'as quand même l'impression d'être dans une grosse foire où les startups sont un peu des produits, où, ok, t'as des gens qui exposent, mais tu sais pas bien ce qu'ils vont faire. Et tu vois, pour moi, on s'éloigne un peu aussi de l'ADN de l'entrepreneuriat. Donc, écoute, on pourrait en parler des heures et des heures, donc on va pas le faire ici. Mais en tout cas, c'est une vraie réflexion à avoir. Moi, ma réflexion 9 ans après, avoir fait mes premiers chèques en tant que business angel, 15 ans d'entrepreneur, c'est ces structures-là, je doute pas du tout de leur utilité. Par contre, un de mes seuls points vraiment, c'est il faudrait, mais les entrepreneurs n'ont pas le temps, plus d'entrepreneurs à l'intérieur et plus de vérité. C'est-à-dire que, tu vois, vous, sur votre boîte, tu as dit tout à l'heure, on a pris la décision d'arrêter tôt. Et en fait, moi, je trouve que ce qui tue l'initiative et le renouvellement aussi de l'écosystème, c'est cette espèce de start-up vampire où ça vit pendant 5 ans, ça fait pas de chiffres, ça fait à moitié du consulting. Et en fait, il faut juste qu'on soit dans un écosystème où, pour qu'il y ait du renouvellement, il faut que ça bouge et il faut que tu aies des gens qui aient le courage de dire, bah non, là, tu vas dans le mur. Et au lieu de tenir encore 12-18 mois dans cette direction, on ferme. Tu reprends un job quelques mois, tu refais une santé et ensuite tu vas re-entreprendre. C'est peut-être ce que tu feras d'ailleurs après France Digital. C'est quoi l'après France Digital? Tu y as réfléchi? Pas du tout? Tu t'éclates déjà? Non, pas du tout. Tu me parles de l'écosystème, mais moi personnellement. Non, mais moi, l'entrepreneuriat sera toujours là et c'est pas du tout impossible que je me lance. C'est un MBA pour toi, France Digital, en fait? Ah, France Digital, c'est plein de choses à la fois. Non, mais moi, France Digital, j'y suis parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça m'a servi. Okay. J'ai trouvé un collectif qui m'a aidé. Ça a aussi aidé sur des sujets de lobby qui nous tenaient à cœur, notamment sur la partie visa. Donc, tu vois, j'y suis passée un peu par hasard au début. Enfin, pas par hasard, j'ai pas eu de la lumière, mais disons que le temps que j'ai donné à France Digital, qui était juste après mon expérience d'entrepreneur, je pensais pas que ça allait durer 5 ans. Il y a un lien avec le fait que Jean-David Chamboredon vous ait financé avec Isaïe, que ça soit un des membres clés de l'association, ou pas du tout? Non?
Ah bah parce que oui. C'est lui qui est venu te chercher finalement pour. Alors pas pour travailler chez France Digital. Ok. En tout cas, c'est lui, quand moi j'étais entrepreneur, qui m'a dit bon, maintenant il est temps d'adhérer à France Digital. Ok. Moi j'étais là, mais pourquoi faire? Enfin, tu vois, j'avais déjà un réseau, enfin, on avait déjà des points de contact avec mes associés qui nous. Enfin, tu vois, on n'était pas seuls, quoi. Ouais. Il m'a dit, parce que c'est important. Et moi, je comprenais pas trop. Et heureusement. Et en fait, parce qu'en fait, quand tu rejoins France Digital, toi, entrepreneur, tu vois tout de suite, bon, c'est quoi mon ROI, quoi? Qu'est-ce que je vais y gagner? Est-ce que ça va me permettre de faire plus de chiffre d'affaires? Est-ce que je vais pouvoir lever plus de fonds? Alors, pour le coup, ça peut être le cas. Mais je pense que la vraie ADN de France Digital, c'est ce côté, il faut un organe indépendant qui défende les intérêts des startups. T'es pas trop sensible quand t'es un petit acteur, mais ce côté un peu lobby, ou en tout cas évangélisateur, de ce qui est Ouais, non, mais on a vu tech, sur c'est certains hyper chantiers, important. ça fait bouger et ça permet d'avoir une voix unique Mais qui il a faut du un peu de poids. maturité pour dire Ouais, ça. bien Moi, sûr. j'étais jeune entrepreneur, moi j'étais là, qu'est-ce qui me raconte France Digital? Non, ce qui est certain, c'est que j'ai adhéré grâce à lui, ou à cause de lui. Je ne saurais pas dire à l'époque comment je me positionnais, mais avec le temps, ça a beaucoup servi. Et après, j'étais Jean-David qui a déjà fait dans le un réseau. épisode assez incroyable avec Mathieu où vraiment il fait un cours assez magistral sur c'est quoi un VC, comment ça marche Ah, un c'est fonds, etc. Donc, Puis en fait, ce qui est bien avec Jean-David, c'est je trouve qu'il a vraiment l'art d'être ultra concis, précis, de raconter les choses très bien. Enfin, il est ultra pédagogue. ouais, il a joué un rôle clé dans l'écosystème et je suis très fier sur mon premier deal Acceptio d'avoir Isaïe en co-invest, qui est pour moi un des beaux modèles des sociétés de gestion qui ont été des pionniers. Si on garde 3-5 minutes pour conclure, aujourd'hui, quel message tu as envie de faire passer justement aux gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à ce sujet de la tech? Quel conseil tu as envie de leur donner après toutes ces années chez France Digital? C'est quoi ton mood du moment et ce que tu veux véhiculer avec France Digital? Bah, c'est pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a trop de structures, on a besoin d'une boussole pour naviguer, il y a trop de choses. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, l'écosystème a beaucoup grossi, il se passe plein de choses, mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à passer à l'étape d'après. Tu as assez bien dit. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé des mécanismes d'amorçage. Maintenant, on est sur cette phase de comment est-ce que je fais pour véritablement passer à l'échelle et passer de ce statut de potentiel. Parce que tu vois, quand on dit licorne, en fait, ça reste qu'une valorisation. C'est un potentiel. Oui, c'est théorique. Les exits très sont pas théorique. là encore. On Voilà. en parlait. Hein. Et nous, c'est là où on veut aller. C'est passer à la nouvelle génération, faire en sorte d'être toujours plus ambitieux, d'avoir, en fait, d'être capable de dire, en fait, on a des entreprises technologiques européennes qui sont des leaders mondiaux. C'est la prochaine étape. Et donc, pour ça, c'est long, en fait. Et on n'arrête pas de dire que l'entrepreneuriat, que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle de l'écosystème, c'est un marathon. C'est vrai. Pour moi, c'est même un marathon avec des « et », c'est du fractionné, parce qu'évidemment, il faut accélérer, il faut accepter aussi de ralentir. C'est compliqué, c'est long, et je pense qu'il ne faut surtout pas relâcher les efforts. Dans un contexte encore plus où j'ai envie de dire que là où peut-être on a eu un peu de chance, c'est que je pense que l'exécutif au niveau du pays a été assez pro-startup quand même. Ouais, ces 10 dernières années, c'est clair. Il y a quand même eu un peu le vent dans les voiles pour cet écosystème-là. On n'est pas à l'abri que ça change, que ça bascule. Et je veux pas que le fait d'innover se soit associé à du politique, mais que ce soit vraiment quelque chose qui soit vraiment bien ancré et qu'on arrive à passer cette étape collectivement de dire, OK, on a un écosystème d'entrepreneurs qui avons de l'ambition, qui sommes suffisamment consolidés aujourd'hui pour pouvoir se financer, en tout cas pour arriver déjà à l'étape où on en est aujourd'hui, qu'on fasse pas machine arrière. Ouais, puis tu as des réalités entrepreneurs, regarde Rachel avec BIM, et puis qui repart sur Sweep. Cette génération d'entrepreneurs, oui, elle a mis 15 ans à grandir, mais il faut voir les boîtes qu'elle construit aujourd'hui. Et donc ça, c'est génial. C'est déjà génial, et je trouve ça formidable. Mais tout le travail qui a été fait sur ces 10-15 dernières années, j'ai vraiment envie qu'il continue et qu'il aille encore plus loin. Et je te parlais de cette théorie du tas de sable. Oui, il y a une grosse base, il faut qu'elle soit de plus en plus large, et il faut qu'on aille aussi de plus en plus haut. Ouais. Et c'est là où il faut continuer d'accélérer. Et il y a un petit côté, d'ailleurs, c'est assez drôle. Tu vois, tu dis, on est en plein vif de la tech, donc l'épisode sera diffusé plus tard, mais on m'a encore présenté plein de fois comme étant, je te présente Maya, la patronne de la French Tech. Et tout. Mais non, mais moi, c'est France Digital. Ouais. En fait, on n'arrête pas de nous confondre. Et c'est très bien, hein, c'est pas grave, parce que moi, j'adore la French Tech et ce qu'ils font. Mais c'est dire que nous, on est un acteur indépendant et qu'on a un peu, parfois, ce côté poil à gratter, où on va critiquer ce qui se passe. C'est pas pour être méchant, c'est pas pour taper sur le dos de ceux qui font, hein, parce que je trouve qu'il y a plein de choses super qui sont faites. Mais nous, on a vraiment ce rôle d'avoir un temps d'avance et de dire,
ok, il faut surtout ne rien lâcher, c'est bien de se féliciter, mais nous, on n'est pas là pour se féliciter, on est là pour penser à l'étape d'après. Et donc c'est un marathon, mais vous voulez faire le marathon en 2:30, quoi. Et c'est quoi ton... Il y a un peu de boulot. Et c'est quoi ton... justement... ton conseil, c'est de dire aux entrepreneurs, c'est un marathon, c'est long. Et dans ce marathon, on peut être un acteur qui a un joker pour vous, qui a un connecteur et qui va vous ravitailler ou en tout cas vous donner un peu d'air ou vous aider sur certains sujets. C'est ça, en fait, pour toi ? Les entrepreneurs et pas que, parce qu'il ne faut pas oublier que monter une entreprise, c'est avant tout une aventure collective. Et je pense qu'on met souvent l'entrepreneur au centre de tout. Et c'est vrai que c'est un rôle particulier, un rôle de vision. Mais en fait, ceux qui font l'entreprise, c'est ceux qui exécutent derrière. Oui, il y a tous les collaborateurs. Alors nous, écoute, ce matin, en fait, je faisais un podcast avec un des premiers employés. Donc là, sur les 50 premiers épisodes d'OVNI, on va faire 10 podcasts avec 10 premiers employés de start-up. Super. Parce que, en fait, tu le sais bien, toi qui avais fait du recrutement, en fait, une fois que tu as fait ton chèque nous, on fait des tours de 500 000 euros à 3 millions, la réalité, c'est que quelle est l'étape d'après ? Les entrepreneurs, ils prennent cet argent-là pour recruter. Et donc, s'ils recrutent mal, ton argent, il part en fumée, la boîte, elle ne délivre pas. Exactement. Et ça s'arrête. Oui. Donc, effectivement, au-delà des fondateurs dont on parle beaucoup, il y a toute cette énergie-là. C'est l'énergie et le savoir-faire. Et c'est ça aussi, l'écosystème, il a grandi parce qu'on a effectivement plus d'argent pour financer les entreprises, pour leur permettre d'aller plus loin. On commence à avoir des clients qui disent « Tiens, on va acheter des solutions innovantes françaises, européennes. » Ça, c'est balbutie. Après, il faut des talents. Et ces talents-là, ils peuvent se grandir au sein de l'écosystème, mais il faut surtout qu'on ait des personnes qui sont passées par là, qui ont ce savoir-faire du passage à l'échelle, qui sont des vrais professionnels. Enfin, tu vois, moi, il y a 10 ans, il y avait un peu cette image de la start-up où tu cherches que des moutons à 5 pattes, où c'est un peu un truc garage, où tu testes des trucs. Bon, oui, il faut avoir cet esprit de je teste, j'apprends, j'itère, etc. Mais il faut aussi des vrais professionnels. Et je pense derrière, après, il faut structurer des équipes. C'est le 5 à 10 collaborateurs à 50. On a encore à progresser là-dessus pour faire des belles scale-up, quoi. Il y a encore matière. Non, il y a pas... Oui, mais je pense qu'il y a déjà des super bons profils. Et quand je te disais... aujourd'hui, on a la chance d'avoir des super professionnels qui ont fait le choix de travailler dans des startups et qui ont ce côté très intrapreneur. Il faut qu'ils progressent entre eux. Et la force de France Digital, je pense aujourd'hui, c'est que c'est certes une boussole pour les entrepreneurs. Ça les connecte à des investisseurs, ça les connecte à des potentiels clients en France et à l'étranger. Ça les connecte à des pairs, mais surtout, ça connecte toutes les équipes. On a des cercles pour les directeurs marketing, les directeurs financiers, les directeurs com, les directeurs impact. Et j'ai envie de dire que ces métiers, ils évoluent. Et le fait d'avoir un collectif, c'est que le métier évolue pour toutes les entreprises dans le bon sens, plus vite. Et c'est ça la force de France Digital. Donc oui, top pour dire qu'on va réussir ce marathon, mais tous ensemble. C'est pas du sport, c'est pas individuel, quoi. C'est un travail d'équipe. Cool. Écoute, merci beaucoup d'être venu raconter tout ça. En tout cas, toujours un soutien de mon côté de l'association, parce que je trouve que vous faites du bon boulot. Et j'étais assez proche de personnalités qui ont façonné, structuré l'association. Et j'ai un grand plaisir à continuer à bosser, en plus avec des gens, je le salue parce que je pense qu'il écoutera, j'espère, comme Alexandre Labarrière, que j'ai connu il y a 15 ans dans une agence de com, et qui était stagiaire ou fraîchement employé, qui aujourd'hui gère la communication, et j'ai l'impression avec brio, parce que moi je lis toutes vos newsletters, donc c'est très cool, effectivement, tout se transforme, rien ne se perd, et puis des talents qui étaient dans des agences de com basculent chez France Digital, et puis ils basculent dans des startups comme Mano Mano, voilà, etc. Et tout ça fait beaucoup de bien à l'écosystème. Oui, écoute, je te prends pas plus de temps. Merci d'avoir récupéré 1 heure dans ton agenda de ministre pour venir faire ce podcast avec nous. Et donc, on te contacte où ? Sur LinkedIn, sur Twitter, par mail. Les gens qui veulent parler à France Digital, ils font comment ? Après, de préférence sur LinkedIn. Après, l'équipe de France Digital est aussi très à l'écoute. Okay. France Digital, effectivement, comme tu le disais, c'est 25 permanents aujourd'hui, et puis tout un collectif. Donc, la force du collectif et des talents qui grandissent dans l'écosystème. C'est exactement ça. Écoute, merci beaucoup, et puis merci à vous de nous écouter chaque semaine. À très bientôt.